8 janvier 2025, on va parler aujourd'hui de maisons passives, de multilogement passif en fait, avec Raphaël Boisjoli d'Aconovia. Bonjour Raphaël, ça va bien? Bonjour André, oui, ça va très bien, merci. Merci beaucoup d'être là ce matin. Parle-moi un peu de toi. Tu es candidat à la profession d'ingénieur, puis Aconovia, c'est pas une compagnie que je connaissais. Si tu veux nous présenter ça d'abord. Ben oui, certain. Mon parcours, moi, en fait, là, c'est ça, j'ai fait mon baccalauréat en génie du bâtiment à l'Université de Sherbrooke. J'ai gradué en 2022, puis depuis, là, je travaille dans le domaine du génie conseil. Jusqu'à tout récemment, l'entreprise s'appelait IME Expert Conseil. Puis il y a eu une fusion-acquisition dans les mois précédents, les vacances des fêtes, avec une entreprise qui s'appelle Aconovia. Donc désormais, le consortium s'appelle Aconovia. Puis eux, avant d'intégrer IME dans l'entreprise, offrait un peu de l'accompagnement, si tu veux, pour de la décarbonation. Donc, il pouvait arriver en début de projet, faire des modélisations financières pour justifier des investissements en efficacité énergétique, faisait des simulations énergétiques pour conformité au code énergétique ou bien pour aller chercher des demandes de subventions. Faisait l'accompagnement également avec les clients pour maximiser les subventions. Puis ensuite, arriver un peu plus en fin de parcours pour corriger les plans et devis, puis offrait également des services de mise en service des équipements un peu plus techniques pour s'assurer que les performances réelles du bâtiment concordent avec les performances simulées. Puis désormais, avec la fusion avec l'entreprise IME Expert Conseil, qui était mon ancien employeur, maintenant, c'est un service vraiment clé en main. Donc, ils ont rajouté l'offre de service de plans et devis surveillance. Donc, plans et devis, on parle de plomberie, ventilation, chauffage, climatisation, protection incendie, électricité. Donc, c'est vraiment maintenant une offre un peu clé en main, si tu veux, pour essayer d'accompagner nos différents clients vers des objectifs de décarbonation ou d'efficacité énergétique là, pour construire des bâtiments vraiment comme à valeur ajoutée. OK. Donc, vous participez à des charrettes avec les architectes. Vous n'avez pas d'architecte chez vous. Non, exact. On n'a pas vraiment d'architecte chez nous, mais de plus en plus, j'ai l'impression que l'architecture devient un peu comme un domaine partagé, surtout au niveau quand on parle de coupe architecturale ou de jonction un peu plus particulière, où est-ce que ça demande qu'il y ait, par exemple, des analyses de pont thermique, des analyses en 2D pour déterminer justement, bon, ben, c'est quoi l'impact de ces jonctions-là, puis ainsi de suite. C'est des calculs qui peuvent être quand même relativement complexes. Puis de plus en plus, j'ai l'impression qu'on va voir l'arrivée des ingénieurs dans ce genre de processus-là intégré, là, d'essayer d'optimiser l'enveloppe. Là, tu sais. C'est ça, c'est la modélisation intégrée des bâtiments, ou BIM en anglais, qui est vraiment de plus en plus intégrée dans les bâtiments verts, les grands bâtiments davantage, mais on a intérêt dans le résidentiel aussi. Oui, définitivement. Je pense qu'on s'en va vers là, vers la numérisation un peu là, de toute l'industrie. La grande majorité de nos plans et devis, on les fait avec des logiciels en 3D qui favorisent la coordination entre les différents intervenants. Chose qu'on voit un peu moins dans le monde résidentiel, dans la construction résidentielle, mais dans les constructions plus d'ordre commercial, d'envergure, c'est des processus qui maintenant font partie Standard. de l'usuel. Là. Tu sais, la maquette de l'architecte en 3D, tu vas avoir la maquette de l'ingénieur en mécanique qui va venir se superposer par-dessus. Même chose pour l'ingénieur en structure. Et il va y Ouais. avoir une coordination avant même que le chantier commence pour essayer d'optimiser le processus de construction, diminuer les coûts, augmenter l'efficacité. C'est OK. tout le processus BIM comme que tu parlais. Parler à Manaz Nikbat de Rockwool, qui est président de Bâtiment Oui, Passif Québec, qui siège, je crois, hein, avec eux, c'est ça, il m'a parlé de oui, toi. exact, c'est ça. C'est ça, je suis sur le CA de Bâtiment Pacifique Québec. Là, moi, ça fait longtemps que ça me passionne un peu ce domaine-là. Moi, j'ai un intérêt particulier pour ce qui est de la simulation énergétique, puis l'expertise énergétique un peu assistée par simulation. Fait qu'après avoir fait plusieurs projets de simulation dans différents archétypes de bâtiments, tu vois assez rapidement, tu sais, c'est quoi les grands postes de consommation. Puis un élément qui est souvent laissé pour compte un peu, c'est l'impact de l'enveloppe, là, tu sais. Tandis que Passivas, qu'est-ce que j'apprécie particulièrement avec ce type de certification-là? Puis je pense pas nécessairement que c'est une fin en soi, la certification. Je pense que c'est juste comme un gage de confiance, un gage de qualité, un peu comme
un roadmap, là, si tu veux, pour atteindre des performances. Comme utiliser le Euh, logiciel PHPP sans payer la certification. C'est ça. Exact, c'est ça, c'est pas, c'est exactement, c'est ça, là. C'est peut-être que la certification en soi est juste là comme pour comme je dis un peu un gage de confiance, mais si ces concepts-là sont intégrés dans nos conceptions usuelles, ben, la certification ou non, ça n'a pas vraiment de plus-value concrète technique, là, tu sais. Mais qu'est-ce que j'apprécie particulièrement de cette certification-là, comparativement à d'autres types de certifications, par exemple LEED ou ainsi de suite, c'est que Passivhaus c'est vraiment axé sur l'énergie, tu sais. Puis le confort de l'occupant. Puis ils ont des métriques qui sont géniales, qui selon moi devraient être intégrées dans nos codes, comme par exemple le TEDI, Thermal Energy Demand Intensity, là, où est-ce qu'on va prendre la consommation annuelle en chauffage, en kilowattheure, puis on va la diviser par un mètre carré. Tu sais. Ça, c'est une métrique qui est claire puis qui est facile pour comparer des bâtiments entre eux, tu sais, parce que l'efficacité énergétique, c'est un terme qui est un peu galvaudé. Là, tu sais, t'es efficace, mais comparativement à quoi? Tu sais? Ouais. Tandis que quand tu mets des métriques claires de densité de consommation en chauffage, là, c'est plus dur d'essayer Ben ouais, tu peux pas tricher. Le logiciel va c'est ça. prédire. Il faut que tu sois en bas de 15 kWh par mètre carré. Puis Nouveau Climat, c'est autour de 100, je pense. Je pourrais pas dire, mais oui, d'après moi, c'est aux alentours de 100, là, parce que le nouveau climat 2.0 est quand même relativement proche, mettons, du code énergétique du CNEB, là. Actuellement, pour les bâtiments d'envergure, mettons, c'est des exigences qui sont relativement similaires. Euh, Puis c'est surtout, en fait, tout le processus un peu holistique de Passivhaus où est-ce qu'il n'y a rien qui est laissé au hasard, là, tu sais. Puis le processus de vérification aussi qui est assez assidu, qui permet ultimement d'avoir un bâtiment qui devrait respecter tu sais, les performances simulées là, Comment ça dit? TELI, ça veut dire quoi? Total Energy Load? le TEDI, ouais, c'est le terme en anglais. En français, c'est IDET, là, intensité de la demande énergétique thermique. Donc, ça se trouve être un des critères qui est exigé pour avoir la certification. Puis la plupart du temps, c'est lui qui est difficile à atteindre, là, tu sais, parce qu'il prend en compte, dans le fond, toutes tes dépenses énergétiques. Ben, puis nous, dans notre latitude, ça se trouve être le chauffage, qui est notre plus grande demande énergétique pour la condition de nos espaces, mais ça s'applique également dans les latitudes plus au sud. Tu sais, ça pourrait être au Mexique, par exemple, là, ça ne serait pas le chauffage, ce serait la climatisation qui deviendrait critique. Tu sais. Puis c'est ça, fait que ça prend en compte, dans le fond, la déperdition de ton enveloppe par tes fenêtres, par tes murs, par ton toit, le besoin en chaleur pour ton air frais, puis également le besoin en chaleur pour compenser l'infiltration. Tu sais. Puis ça ne prend pas en compte l'efficacité de tes systèmes. Ça considère que tu as une résistance électrique, fait que 100% d'efficacité. Fait que tu ne peux pas essayer de diminuer, si tu veux, d'atteindre plus facilement ce critère-là en mettant des thermopompes, par exemple, parce que ça ne prend pas en compte l'efficacité des thermopompes pour ce critère-là en particulier. Il y OK. en a un autre qui va le prendre en compte, mais pas celui-ci. Fait que c'est vraiment juste à base de comparaison, puis la seule manière d'atteindre ça, c'est de diminuer ton besoin en chauffage à la source, tu sais. Ouais. Fait que c'est un peu comme essayer d'aller comme à l'inverse plutôt que de construire un bâtiment qui est minimum code, puis d'avoir un gros besoin en chauffage, une grosse appel de puissance, puis Ouais. par la suite, y répondre avec des technologies efficaces. Mais là, c'est l'inverse, c'est comme essayer de diminuer avant même de penser à mettre des technologies efficaces, les besoins en chauffage puis en climatisation. Ce qui n'exclut pas d'avoir une thermopompe centrale ou murale après. Exactement, exactement. C'est ça, c'est que tu diminues tes besoins en chauffage, puis à la suite, pourquoi pas y répondre d'une manière efficace. Tu sais. Tu rapetisses la puissance, par contre, ça coûte moins cher à la mécanique aussi. Exactement. Puis, ouais, exact. Puis on parle même pas du confort de l'occupant qui est assez inégalé dans ces types de constructions-là. Là. Étant donné il y a d'autres critères, par exemple, les surfaces intérieures doivent être au minimum à 15 degrés Celsius. Fait que là, on parle même des surfaces de fenêtres. Donc, pour essayer de maximiser le confort des occupants, tu sais, où est-ce que le gain radiatif quand on est à côté d'une fenêtre l'hiver puis que c'est particulièrement froid, ou même après ça, les risques de condensation aussi. Là, comment est-ce qu'aujourd'hui, on tolère que dans des bâtiments neufs, il y ait la condensation dans nos fenêtres, dans le pourtour? C'est un peu aberrant. Là, pourquoi est-ce que l'Allemagne, eux, leurs fenêtres, ils ont toutes des particularités, des performances
beaucoup plus haute, tu sais, que nos standards ici nord-américains. Pourtant, on a un climat nordique. C'est pourquoi est-ce qu'on n'essaie pas de pousser ça justement pour augmenter le confort de l'occupant, puis la résilience face au changement climatique, puis ainsi de suite, là. Ben ouais. Puis par rapport à nos climats, puis l'île, c'est quoi les autres contrôles qu'il y a dans Passive House? Ben, par exemple, il y a l'obligation d'avoir une ventilation en air frais en continu. Donc, il faut que tu aies un apport d'air frais constant. Pas de Euh, recirculation. idéa- Pardon? Pas de recirculation pour dégivrer. Non, non, exactement, c'est ça. Fait que tu ne peux pas dégivrer par recirculation. C'est ça. Tu en sois un pre-heating ou un post-heating ou d'autres types de systèmes. Je pense notamment, par exemple, à Swegon qui fournit des VRC ou VRE avec une petite roue thermique à l'intérieur. Puis la roue thermique, elle est capable de moduler sa vitesse justement pour permettre à la roue de dégivrer. Puis il y a d'autres types de systèmes qui existent pour essayer justement de pallier à ce problème-là de constamment alimenter en air frais. Puis on ne peut pas non plus, idéalement, on ne souhaite pas dépressuriser le logement. Fait que, par exemple, c'est commun ici d'avoir des hottes à évacuation directe, des hottes de cuisine ou des sécheuses, par exemple, à évacuation directe. Ouais. Puis c'est des choses qu'on ne pense pas réellement quand on fait la conception, à savoir que ton logement, ultimement, quand ta hotte va partir puis ta sécheuse va partir, tu vas dépressuriser ton enveloppe. Tu sais, cette air-là, elle va arriver par où? Elle va arriver par ton corridor ou par tes trous dans ton enveloppe. Fait que c'est de l'air qui n'est pas vraiment conditionné. Euh, c'est des risques d'inconfort, des risques de condensation, de moisissure, puis ainsi de suite. Donc, il y a une notion dans le passé vase d'essayer de compenser l'air évacué. Tu sais, par exemple, dans le projet à Sherbrooke, euh, on a un beigne de courant sur notre hotte, sur l'alimentation de notre hotte, puis au moment où est-ce que la hotte part, le ventilateur récupérateur de chaleur augmente son débit d'air alimenté pour compenser l'évacuation de la hotte. Tu sais. OK. Intéressant. C'est quoi le nom du fabricant qui a la roue thermique? Tu l'as mentionné tantôt, j'ai pas compris. Swegon, ouais. Comment tu écris ça? S-W, Swegon. Swigon. C'est allemand? Je pense que c'est norvégien, je pense que c'est suédois, mais OK. Donc, la question d'éviter la dépressurisation, c'est pas juste le risque d'aspirer des gaz de combustion. C'est pour pas. Il y a aussi le fait d'aspirer des polluants qui seraient dans un mur non étanche, mais aussi la exactement. question de C'est ça que station. vu que tu as une enveloppe qui est quand même relativement beaucoup plus étanche en fait, là, tu sais, que même Nouveau Climat. Là, puis c'est une bonne base de comparaison pour parler d'étanchéité parce que tu vois, le Nouveau Climat, eux, ils exigent qu'il y ait aussi des tests d'infiltrométrie. Puis ils ont la même, si tu veux, unité de comparaison, là. Ils font leurs tests à 50 pascal de différentiel. Puis Passivas également, là, dans leurs tests, ils vont faire des tests à 50 pascal. Puis le nouveau climat, on parle d'un minimum de 1,5 changements d'air à l'heure, alors que Non, Passivas, maximum. maximum, exactement. Passivas, c'est maximum 0,6. Là. Fait que on parle de comme 2,5 fois maximum plus étanche. Puis ça arrive fréquemment que ce soit en dessous de 0,6. Oui, mais là, ce qui est le fun, c'est que les constructeurs Nouveau Climat sont autour de 1. Ouais, Excusez, c'est ça. ils sont autour de 1. Puis dans Passé Basse, ben, les gens se vantent. Hier, je parlais à Tundra Construction, Philippe Lefebvre, qui me disait qu'ils font le point 6 les doigts dans le nez, ils sont à point 27. Puis à point Wow! 44, ils sont tous frustrés d'avoir manqué leur point. Mais peux-tu me dire sur un bâtiment, je sais pas, 2000, 2500 pieds carrés, les coûts de chauffage d'une maison Nouveau Climat, là, si elle était autour d'un point 5 ou 1, si tu descends à point 5, ça fait quelle différence dans les coûts de chauffage annuels? C'est assez dur à dire parce que, comme je dis, c'est ça qui est beau un peu avec la certification de Passivas, c'est que c'est une conception un peu holistique, là, tu sais, qu'il n'y a pas vraiment de recette. Là, tu sais. Fait que c'est vraiment, ça regarde en compte l'entièreté de l'œuvre. Puis ça, fait que il n'y aura pas un projet tu sais, identique. Là.
Fait que là, parler de pourcentage de diminution par rapport au climat, puis tout, c'est assez difficile, mais en général, on parle, mettons, comparativement à un bâtiment minimum code, d'une diminution des besoins en chauffage de l'ordre de 80 à 90 annuellement. Là. Donc, une fois que ton bâtiment est passé basse, ta plus grosse consommation énergétique, ça devient ton eau chaude domestique. Là, fait que, Ouais. Donc, c'est ça, puis, oui. qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il n'y a pas seulement le critère de l'IDET là, qui ne regarde que le chauffage, mais bien aussi le TEI, en anglais Total Energy Use Intensity, qui lui regarde vraiment la consommation au compteur. Donc, c'est aussi important pour atteindre la certification d'avoir des technologies qui diminuent globalement la consommation énergétique de la bâtisse. Donc, Ça, c'est on 100, parle d'éclairage. c'est 100 Pardon? km par mètre carré au total? Oui, c'est 120 de mémoire. 120. 120. Ouais. Ça va inclure le chauffage? Oui, c'est ça, ça va inclure le chauffage, exactement. C'est vraiment la lecture au compteur. Là. Ouais. Donc, tu l'as dit, une maison qui est certifiée ou vraiment conforme avec le PHPP va réduire les coûts de chauffage de 80 à 90 par rapport Ouais. à une maison qui passe par la peau des fesses au code. Mhm. Mais la question, je reviens à ma question sur l'étanchéité. Donc, déjà, si tu as réduit, tu rajoutes 20 000 de cellulose, tu vas économiser énormément de chauffage. L'étanchéité est critique pour l'économie de chauffage, mais entre 0,5 puis 1 ou 1,5, ce ne sera pas 500 de chauffage quand tu l'as réduit de 80. Les avantages, ça va être le confort puis éviter les risques de condensation à travers le mur, c'est ça? Oui, c'est comme ça que je le vois aussi, là, exactement. Fait que de diminuer, comme tu dis, les risques d'inconfort, justement, si tu arrives pour dépressuriser ton logement, ben là, il va y avoir de l'air qui va rentrer de quelque part. Là, fait que si tu es capable de le compenser, ben, c'est l'idéal, mais en effet, c'est ça. Fait que de l'air froid qui risque de rentrer, possiblement condensé sur tes éléments intérieurs. Fait que c'est tout le temps ça. Puis il y a aussi quelque chose d'important que dans le test d'infiltrométrie entre nouveau climat, c'est qu'il y a pressurisation et dépressurisation qui est faite lors des tests. Donc, ils vont créer une pression positive, puis ils vont dépressuriser l'ensemble de contrôle. Dans pas ça. Fait que dans Passivhaus, exact. Fait que ça entraîne plusieurs autres contraintes, là, tu sais, à savoir, par exemple, sur l'évacuation directe de la hotte de cuisine, l'évacuation directe de la sécheuse, des volets motorisés euh, étanches. Donc, euh, donc, on est certain que lorsque les équipements ne sont pas en fonction, il ne peut pas avoir d'air qui provient de l'extérieur, tu sais, ou d'air de l'intérieur. Hein. Tu me rappelles Il y que a des bons coups à ça. ouais, tu me rappelles que ma maison de 98, qui a des murs à. Ben là, on me dit qu'effectif, c'est plus bas que je pensais, mais on m'avait dit que c'était R29 à l'Université Concordia quand on a fait la simulation en 98. Mais je suis plus bas que ça. Mais quand je parle de ma hotte de cuisine, parce que l'étanchéité, on ne l'a pas exact, elle est autour de 2. Je pars la hotte puis je sens un courant d'air froid. Alors, à l'aspect, Ben, c'est c'est ça, son air à travers l'ouverture. Donc, il faut trouver un moyen. exactement, c'est ça. Puis, tu sais, J'ai pas je accès, il pense que faut enlever la hotte pour ben, c'est ça. Puis, peut-être qu'il faut comprendre aussi qu'il existe comme deux grands organismes qui offrent des certifications Passivhaus. Tu sais, t'as Passivhaus International, qui est basé en Allemagne. Euh, Fait intéressant aussi, là, dans les années 70, je crois qu'il y a eu la première version là, première itération Passivhaus là, en Saskatchewan. Là, puis il y a eu des scientifiques de l'Allemagne qui sont venus notamment pour. En fait, non, la Saskatchewan, c'est l'ancêtre, c'est des années 70. OK, c'est ça, oui. C'est Oui. l'ancêtre des maisons R2000 qui ont été lancées au début des années 80. Puis Wolfgang Feist de l'Institut Passivhaus s'est basé là-dessus. C'est ça, exact. C'est quand même drôle que, tu sais, a priori, le concept est parti d'ici au Canada, puis eux, ils ont importé ça en Allemagne, puis c'est rendu leur standard de construction, là, tu sais, là-bas. Fait que, il y a l'Institut Phi International qui est basé en Allemagne, puis il y a des projets un peu partout à travers le monde, qu'on pourrait qualifier comme Phi classique, mettons, parce que c'est vraiment du classique, Hmm. qui, eux, ont des critères d'atteinte de certification qui sont fixes, qui ne sont pas basés sur ton climat. Donc, si tu veux avoir passé base classique, c'est 15 kWh par mètre carré par année en TEDI.
Puis, ils ont également d'autres types de certifications qui sont un peu moins contraignantes, notamment le FI Low Energy Building, qui appelle, qui est au lieu de 15 et de 30. Puis, c'est cette certification-là qu'on essaie d'atteindre avec le projet à Sherbrooke. Puis, il y a également l'autre organisme certificateur, qui lui est plus enclin à notre marché nord-américain, qui s'appelle FI US. Puis, qu'est-ce que j'apprécie particulièrement de ce type de certification-là, c'est que leur critère est fonction de ta localité. Donc, il faut que tu rentres ton adresse, puis là, après ça, les critères sont calculés en fonction de, ultimement, tes degrés jours de chauffage, tu sais. Parce que c'est évident que, ben, c'est ça, tu sais, à Vancouver, par exemple, où est-ce qu'ils ont comme 2700 degrés jours de chauffe, c'est sûr que ça serait plus facile d'atteindre la certification passée basse comparativement à, par exemple, Sherbrooke, où est-ce qu'on a 4700 degrés jours de chauffe. Mais pourtant, c'est le même critère de TEDI de 15, là. Fait que, Ouais, il faut s'ajouter. Puis je sais qu'aussi, ils pénalisent l'électricité, les Allemands, parce que c'est du charbon qu'ils utilisent pour produire l'électricité. Donc, ils ouais. nous imposent du gaz naturel dans une maison passive au Québec. C'est aberrant. Ouais, ben ça l'a changé un peu ça, par contre, là, Ils ont avec modifié. ouais, ils ont modifié ça, là. C'est ça, vu que notre grille est hydroélectrique au Québec, tu peux considérer que Puis en c'est tiennent 100% compte, de l'énergie renouvelable. Oui, 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 ils vont plus pénaliser les maisons québécoises. exact, exact. Bon. Donc, OK. Donc, ça, je pense que c'est le gros irritant. C'est quoi l'intérêt d'aller pour une unifamiliale? Connais-tu les coûts de certification? Parce que ça va aux US puis en Allemagne, y a une grosse différence? Je crois que c'est quand même relativement un peu moins coûteux d'y aller avec Passivas US pour différentes raisons. Dans les deux instituts offrent un peu comme le même genre de service puis le même genre de processus. Ils ont tous les deux ce qu'ils appellent une component database où est-ce qu'ils ont des produits qui vont certifier pour faciliter euh, l'atteinte là, des performances. Fait qu'eux, ils vont certifier des produits pour que les designers puissent sélectionner ces produits-là, puis faciliter l'intégration, puis l'atteinte des performances, à différence que FIOS, eux, sont vraiment basés dans notre marché nord-américain. Donc, c'est des produits qui sont disponibles ici avec des critères de performance, des normes également de qualité qu'on est habitué de travailler avec, là. Tandis que FI International, pas mal toutes leurs normes, puis beaucoup de leurs produits également sur leur component database est beaucoup basé en Europe, là. C'est assez europocentriste, là. Comme pour les VRC Paul Focus qui coûtent combien à installer, je ne me rappelle plus. Là, Assez cher. Ouais. ouais. Alors, c'est quoi Mhm. les VRC nord-américains qui sont acceptés par FIUS? Il y en a beaucoup. Je ne sais pas si tu connais la compagnie qui s'appelle Minotaur. Je ne sais pas si ça te dit Ouais. quelque chose. C'est une compagnie qui est basée au Québec. Échangeur d'air à Puis eux, thermopompe. ouais, c'est ça, chandail à thermopompe. Puis il y en a beaucoup d'autres, en fait, là, c'est ça, c'est sur Est-ce qu'il y a leur des component événements et des live, database. est-ce qu'il y a des événements, des live breaths autorisés par FIUS? Oui, c'est ça. Ben, en fait, il n'y a rien qui est empêché dans les deux certifications. C'est juste un peu plus difficile, si tu veux, de les utiliser dans un ou dans l'autre. Si tu décides de prendre aucun produit qui est certifié Passivas, euh, tu vas avoir des dépréciations obligatoires à prendre en compte dans la performance de tes équipements, là. Tu sais, si Donne-moi un tu exemple. choisis Qu'est-ce que tu faisais par si tu prends, dépréciation obligatoire? ben, mettons, si tu prends un VRC, mettons que tu veux aller chercher Passivas International, puis tu prends un VRC qui n'est pas certifié Passivas, ben, l'efficacité nominale du VRC sur sa fiche technique HVI ou HRI, tu vas devoir déprécier de 12%. De 2%? 12%. Ouais, pour équivaloir, si tu veux, à la performance des normes européennes. Comment est-ce qu'eux calculent, là, tu sais. Ouais. Donc, ça, il va falloir que tu aies compensé sur l'isolation, l'étanchéité pour gagner Ben, ce c'est temps-là. c'est ça exact, parce que qu'est-ce qui est difficile un peu à arrimer, surtout dans notre marché nord-américain, c'est vraiment comme nos standards de quantification d'efficacité par rapport aux standards européens. Puis ça s'applique pour les VRC, mais ça s'applique aussi pour les fenêtres. Tu sais, comment est-ce qu'on considère les valeurs U globales de nos fenêtres, tu sais, Avant avec d'arriver aux fenêtres, je vais en parler, mais le- parlons d'un VAC, par exemple. Dans le nouveau climat R2000, c'est quoi l'efficacité à moins 25 Celsius doit être au moins de quoi, 75? c'est 60%, je crois, ou
Mais ça, c'est pour Nouveau Climat, si je ne m'abuse. Pour être certifié Nouveau Climat sur la liste, là, je pense que c'est au-dessus de 60% à moins 25 là. OK. Puis Passivhaus, c'est combien? Mais ben, c'est ça qui est difficile à considérer, c'est parce que c'est tout le temps, parce que la norme Nouveau Climat, elle se base sur des tests HVI. Tandis que la norme européenne se base sur une autre norme qui est EN, j'ai oublié le code, mais c'est une autre norme qui est basée plus dans le marché européen. Puis la méthode de calcul de la performance est différente. La manière que je le comprends, c'est que HVI va avoir tendance à souvent plus prendre l'intrant électrique du ventilateur, donc prendre les températures, par exemple, à l'entrée du cube puis à l'alimentation. Donc, ça prend en compte l'intrant électrique, le dégagement de chaleur, si tu veux, du ventilateur. Tandis que la norme européenne, elle regarde vraiment entrée du cube, sortie du cube, là. Fait que c'est vraiment juste l'efficacité de récupération sans prendre en considération le gain de chaleur par l'équipement de ventilation. OK. Des petites particularités comme ça qui font différer les performances considérées. OK. Mais on ne pourrait pas dire que leurs systèmes sont comme à 80% efficaces à moins 25. On ne peut pas généraliser comme ça, là. Ça serait difficile, c'est vraiment, je pense, du cas par cas aussi, là, mais généralement, les produits certifiés Passivhaus, c'est des produits très haut de gamme aussi. Euh, il y a certaines particularités, par contre, qui font notamment en lien avec le critère de ventilation en continu, là, qui amène certaines particularités dans notre marché nord-américain, où est-ce qu'il fait quand même froid assez souvent, fait qu'ils ont tendance à givrer souvent. Fait que là, si tu n'as pas de recirculation, ben, ça te prend inévitablement un préchauffage. Euh, donc, ça, c'est certains critères. Fait que c'est ça, je pense que c'est pas une fin en soi, les certifications. Je pense que c'est plus comme des outils. Tu sais, si on, c'est des outils pour être capable éventuellement, tu sais, d'augmenter la qualité de notre patrimoine construit, là, tu sais, puis essayer de viser là, vers le net zero ready, là, puis les bâtiments décarbonés d'ici 2050. Je pense que la manière holistique que Passivhaus approche les bâtiments, c'est très intéressant. L'attention aux détails au niveau de l'enveloppe, c'est particulièrement intéressant. Chaque pont thermique est scruté, la manière qu'ils considèrent les fenêtres, aussi les ensembles vitrés, c'est super intéressant. C'est des éléments qu'on n'a pas tendance à voir souvent dans le marché. Par exemple, dans un bâtiment Passivhaus, tu vas vouloir diminuer tes cadrages vitrés, ben, tes cadrages de fenestration. Donc, si par exemple, tu as une fenêtre, euh, mettons, un grand rectangle, puis 2 pieds à côté, tu as un autre rectangle, mais beaucoup plus long. Tu sais. Puis là, il y a juste un trou entre les deux espaces. Pourquoi ne pas plutôt faire une seule grande fenêtre? Tu sais? Là, tu diminues ton cadrage de beaucoup. Tu sais. Fait que c'est le genre de concept-là où est-ce que tu vas vouloir optimiser ton enveloppe, là, tu sais, parce que tu n'as pas le choix pour atteindre tes critères tu sais, qui sont très rigides. Ça a toujours été prescrit par le gouvernement canadien, puis les gens qui connaissent les maisons haute efficacité, de faire une grosse fenêtre plutôt que plusieurs petites. Mais eux, c'est interdit ou comment ça marche dans Passivhaus? Non, c'est pas. Comme je dis, il n'y a rien vraiment d'interdit. C'est juste si tu ne suis pas vraiment ces guidelines-là, un peu, c'est difficile d'atteindre ces performances-là si tu n'as pas ces concepts-là qui sont intégrés dans ta conception structurale. Tu sais. Puis, Comme tu disais, idéalement, ils ouais, calculent toutes les pertes en pont thermique, c'est ça? c'est ça, exact. Les autres, ils privilégient ce qu'ils appellent des conceptions qui sont thermal bridge free, donc essayer qu'il n'y ait carrément pas de pont thermique. Là, tu sais. Ouais. Ouais. Ben, nous, dans le code, il faut mettre R4 à l'extérieur. Donc, c'est quoi les ponts thermiques dans une maison qui respecte le code? Ben, ça peut être quand même relativement majeur. Puis ça, c'est quelque chose qui a été introduit là, justement dans le Code énergétique 2015 modifié Québec, là, où est-ce qu'il faut qu'il appelle. Tu as comme 3 méthodes de respect, de prouver, si tu veux, ton respect au Code énergétique. Tu as la méthode qui s'appelle prescriptive, où est-ce que tu vas t'assurer de mettre les valeurs air effective, puis de respecter les ponts thermiques pour tes différents assemblages, et ainsi de suite. Puis ça, la plupart du temps, c'est dans la cour de l'architecte. Après ça, tu as la méthode de solution de remplacement. Donc, si certains de tes assemblages ne respectent Compris? pas les valeurs, J'ai pas compris la, la, deuxième méthode, c'est c'est quoi?
Deuxième méthode, c'est la solution de remplacement. Ouais. Donc, s'il y a certains de tes assemblages qui ne respectent pas les valeurs prescriptives, tu peux prouver par calcul relativement simple que mon toit ne respecte pas mes éléments prescriptifs, mais j'ai augmenté mon isolation sur mes murs, j'ai augmenté mes performances de mes fenêtres, puis à cause de ça, ben, ça compense, si tu veux, la perte énergétique par mon toit qui ne respecte pas le prescriptif. Ça. Puis, il y a la troisième méthode qui est de plus en plus populaire, qui s'appelle la méthode de performance, Ouais. qui, elle, est basée sur la simulation énergétique. Puis ça, ça fait partie de notre quotidien là, chez Aconovia, où est-ce on fait fréquemment justement des méthodes de performance pour prouver la conformité au projet dans son entièreté au code énergétique. Puis là, dans ce concept-là, il y a tout le temps deux modèles qui sont simulés, donc deux clones virtuels. Si tu veux, tu as le bâtiment qui est proposé le plus près possible de la réalité, avec justement les concepts qu'ils appellent de R déprécié. Donc, tu vas avoir le R nominal, où est-ce que tu ne fais qu'additionner bêtement les valeurs R de tes éléments de ton mur. Le R effectif, où est-ce que tu vas déprécier, mais comme partiellement avec tes éléments structuraux répétitifs. Fait que, par exemple, tes montants de bois ou tes montants métalliques. Ouais, à travers le C'est châtiment. ça, à travers l'ossature, mais qui est continu. Tu sais. Puis là, tu vas avoir ton R effectif. Puis tes éléments également qui permettent d'ancrer, par exemple, ton isolation extérieure, tes Z-bars, puis ainsi de suite. Ça rentre tout dans ce qu'on appelle ton R effectif. Puis là, tu arrives au troisième niveau qui appelle le R déprécié, qui prend en compte l'effet des autres ponts thermiques. Donc, on parle notamment de jonction de mur extérieur avec la dalle ou projection d'un balcon ou jonction de mur avec le toit, point extérieur de bâtiment, cadrage de fenêtre. Tous ces autres ponts thermiques-là qui sont normalement pas considérés pour la méthode de performance, on se doit les considérer pour déprécier l'enveloppe et obtenir ultimement une valeur R dépréciée qui prend en compte ces autres ponts thermiques-là. OK. C'était un peu vite, j'en ai écrit trois. Jonction entre le mur extérieur, la dalle, projection des balcons, quart de fenêtre, puis l'autre, c'était. Ouais, jonction de toit-mur, ça peut être coin concave, coin convexe, ça peut être des ponts thermiques ponctuels également, là, si Comme sont quoi? considérés comme étant, dépendamment, mettons, des projets, des fois un peu plus commerciaux, où est-ce que tu vas avoir, je sais pas, mettons, une structure en porte-à-faux extérieur, puis tu as un gros élément métallique qui va perforer ton enveloppe. Puis il existe déjà plusieurs outils sur Internet tu sais, pour aider le travail des simulateurs, notamment le site de thermalenvelope.ca qui a été développé par BC Hydro, qui est une banque de données géniale, là, qui a été développée par Morrison Hershfield. Oui, exact. En partenariat, comme je dis, avec BC Hydro, puis ils ont vraiment comme une liste vraiment exhaustive de beaucoup d'assemblages, beaucoup de types de jonctions qui aident beaucoup là, justement pour C'est le fun. Euh, aligner. on va arriver au projet de Sherbrooke. Les Oui, fenêtres, ça fait des années que je vois des articles partout. Est-ce que nos fenêtres nord-américaines sont si nulles? C'est quoi la différence? Si on parle pour simplifier pour le commun des mortels, les valeurs R globales, fenêtres et cadrage, en Amérique du Nord, on se rend jusqu'où? Puis en Europe, c'est quoi la différence? ouais. Euh, On me dit que ça peut être 4 fois plus cher une fenêtre passive basse. ouais, je pense que ça dépend des produits aussi. Là. De plus en plus, on voit des joueurs qui arrivent dans le marché. On pense notamment à NZP là, ici au Québec, mais il y a également d'autres grands fabricants de fenêtres qui lancent des séries Passivas. Là. Je pense notamment à Isothermic, qui viennent tout juste de sortir une nouvelle série Passivas, Ah, qui est d'ailleurs les fournisseurs de fenêtres sur le projet de Sherbrooke. OK. Une Ils sont belle certifiés vitrine pour passive eux. house? Isothermique, ils l'ont fait Ouais, certifier. sont en cours de certification, là, mais les performances devraient atteindre la certification Cool Climate, par contre. Pas le Cold Climate pour l'instant, mais au moins le Cool Climate. Là. Cool, C'est COOL Climate, ouais, exact. Il y a comme différents grades de certification pour les produits de fenêtre. Puis, en fait, j'ai l'impression en même temps, je ne suis pas un spécialiste du NFRC, là, la méthode de quantification de l'énergie pour les fenêtres, mais j'ai l'impression que dans le NFRC, ils vont avoir tendance à donner davantage un U
global, tu sais, qui prend en compte la performance du vitrage, qui prend en compte la performance du cadrage, puis ainsi de suite. Mais ce U global-là est pour l'assemblage qui a été testé pour la fenêtre type du fournisseur, par exemple. Après ça, si tu viens rajouter des meneaux ou des transoms ou une section ouvrante ou ainsi de suite, tu considères quand même la même valeur U globale, mais en réalité, ta fenêtre, elle va sous-performer parce que tu augmentes la quantité de cadrage, tu sais, où est-ce que la plupart de l'énergie va avoir tendance à passer. Attends. Ben, c'est ça. Puis, également, ça ne prend pas nécessairement en compte des fois les itérations au niveau des pellicules Lowy qui sont rajoutées ou enlevées d'un fenêtre, puis ainsi de suite. Tandis que Passivhaus, la méthode qu'eux considèrent, c'est vraiment basé sur trois valeurs distinctes. Là. Tu vas avoir un U pour ton frame, donc une valeur de déperdition surfacique pour le frame, là, en watts par mètre carré degré Celsius, pour la section de frame. Donc, pour chacun de tes éléments vitrés, il faut que tu calcules ta surface de fenêtre, puis tu as un U pour ton surface de fenêtre. Après ça, tu vas avoir un U pour ta surface vitrée, ton U glace qui appelle. Donc là, c'est seulement la surface vitrée. Puis ensuite, tu as un pont thermique qui considère la jonction entre la surface vitrée et le cadrage de fenêtre. Donc, puis, fait que ces trois éléments-là permettent en fait de prendre en compte la déperdition réelle de chaque assemblage de fenêtres, d'où l'importance d'essayer de diminuer les meneaux, les transoms pour essayer d'avoir le plus de fenestration vitrée, le moins possible de cadrage. Ouais. Explique-moi la question de la jonction. La vitre qui touche au cadre, il va y avoir Ouais. moins de perte de chaleur qu'à travers la vitre directe dehors. C'est ça, exactement. Vu que généralement, le cadrage laisse passer plus d'énergie que l'ensemble vitré, Le cadrage. Ah oui, les vitres sont plus isolantes aujourd'hui que les cadres. ouais, la plupart du temps. Oui, oui, ouais. Ouais. Quand on parle, mettons, de fenestration triple, surtout, là. Ouais. OK. Puis d'éléments, par exemple, puis idéalement, tu sais, les cadrages 100% métal, c'est un peu à proscrire, là. Tu veux vouloir préciser de l'hybride ou du bois ou même de la fibre de glace que j'ai vu passer, là. Fait que c'est des matériaux beaucoup moins conducteurs pour le cadrage. Puis oui, en effet, c'est souvent le cadrage là, qui est l'élément un peu plus faible là, si tu parles de perdition surfacique, là, C'est vrai, j'avais des oublié ça. éléments. Je suis en train de changer ma porte de terrasse pour du NZP, puis ils m'ont expliqué ça. J'étais surpris. Ouais, J'avais ben pas c'est ça. Puis il y a surtout après ça, c'est ça que le pont thermique que je te parlais, c'est vraiment comme la longueur linéaire de jonction entre la surface vitrée puis le cadrage. Donc, à cet endroit-là précis, il y a un élément à considérer de pont thermique linéaire, si tu veux, étant donné que tu as l'ensemble du cadrage qui rentre en contact avec l'ensemble vitré. Puis là, souvent, il y a une petite faiblesse à cet endroit-là qu'il faut considérer. plus Puis il c'est y a long. d'autres. Oui, c'est ça, exact. Puis les produits qui sont certifiés Passivhaus au niveau des fenêtres, un élément qui est assez dur aussi à atteindre, il appelle ça le critère d'hygiène, où est-ce que tu veux éviter qu'il y ait de la condensation à l'intérieur. Donc, les fenêtres certifiées Passivhaus, normalement, ne sont pas supposées condenser à l'intérieur parce qu'il y a justement la température de surface intérieure du vitrage, du cadrage, de la jonction entre les deux, ne permettent pas que l'humidité dans l'air intérieur atteigne son point de rosée puis condense à cet endroit-là. Donc, le 5 degrés, c'est pour la partie la plus froide de la fenêtre. Il ne faut pas dépasser. C'est 15 degrés. Ouais, c'est 15 15. degrés de surface intérieure. Ouais, ouais. Ah oui, la fenêtre est à Ouais. 15 degrés. C'est tiède, là. Intérieur. Ouais, c'est ça, exact, exact. Puis c'est ça le niveau de confort aussi, là, c'est que tu peux. Puis souvent, les murs sont assez épais, puis le cadrage des fenêtres, ben, le plan de fenêtre a souvent tendance à être en plein milieu du plan de l'isolation. Fait que ça fait souvent qu'il y a des débords de fenêtres assez grands. Là. Fait que souvent, dans les publications Passivhaus, tu vois des gens qui lisent un livre adossé sur le cadrage de fenêtre, puis ils ont l'air d'être super confortables, quand bien même que leur surface de bras est adjacente à la surface de fenêtre. Là. Ils n'ont pas l'impression de se faire voler leur chaleur par les éléments vitrés. Là. Ouais, c'est vraiment intéressant. Puis, isothermique, par moi, de la fenêtre, c'est du PVC. Ouais, c'est un cadrage hybride ou un PVC aluminium, exactement.
Aluminium dehors, OK. Ouais, mais ils ont la possibilité d'avoir l'aluminium à l'intérieur aussi, mais c'est juste du cladding, puis la structure est vraiment faite en PVC. Triple vitrage. Ils ont itéré aussi plusieurs fois là, pour être capable d'atteindre les performances, notamment, puis les critères d'hygiène, puis ainsi de suite. Puis arrive avec un produit qui est relativement abordable, puis qui permet d'atteindre des performances vraiment élevées aussi, là. Puis Luc Muldermas m'a souvent fait reconnaître qu'il ne faut pas juste dire triple vitrage parce qu'il y a tellement de lois différents et des gaz. Mhm. Euh, c'est quoi la cible comme le minimum? Tu veux avoir R4, R5, R6 dans une fenêtre passive? Puis comment est-ce qu'il y arrive, isothermique? Ouais, ben, on parle de comme. Moi, je pense que le cool climate, c'est 0,8 de U global. Euh, Fait que ça fait quand même un U de comme R6,5 environ, là. R, Qui est quand même OK. R6,5 exact. Puis la manière qu'il arrive, ben, c'est évidemment avoir un vitrage triple, comme tu dis, avec des pellicules Loewy assez élevées, de l'argon à l'intérieur du cadrage, ben, du vitrage. Un cadrage, c'est vraiment une attention particulière sur l'extrusion du cadrage aussi qui est nécessaire là, pour essayer d'avoir des bris thermiques à l'intérieur du cadrage, là. Ouais, OK. Pas dans le côté froid. c'est surtout ça. Exact, exact. Ouais, c'est ça. Pour essayer toujours de justement éviter la transmission de chaleur d'un bord un bord vers l'autre, ouais. OK. Fait qu'on n'a pas besoin Tu vois, de... on peut peut-être. Hein? Excusez. Alors, vas-y, vas-y. Je disais, on n'a pas besoin de krypton, on peut s'en tirer avec l'argon. Oui, on peut s'en tirer avec l'argon. C'est sûr que tu as tout le temps la possibilité de modifier ton ensemble vitré aussi, là. Tu sais, si tu as d'autres performances, si tu souhaites optimiser tes gains solaires pour ta façade au sud, parce qu'il y a un jeu qui est particulier aussi. Tu sais, si tu augmentes ton gain solaire en mettant des pellicules Loewy qui permettent de rentrer tes gains directs par le soleil, ben, tu vas avoir tendance par le fait même à diminuer un peu ta valeur U globale de ton, de ta vitre. Oui, Fait parce qu'il y a que un moins certain jeu, de là. chaleur, mais moins de gain. Ouais. Exactement, c'est ça. Mais dans le Passivar, c'est important là, justement d'essayer d'utiliser cette chaleur-là qui provient du soleil l'hiver là, tu sais, pour essayer de diminuer justement tes besoins en chauffage, là. Tu construis carrément des genres de petits thermos fenestrés au sud pour permettre aux gains solaires de rentrer à l'intérieur, puis de conserver cette chaleur-là après ça dans ton espace qui est étanche puis bien isolé, là, tu sais. Parce que c'est ça, j'allais dire, justement, plus ton U est bas, proche de zéro, moins tu vas avoir de gains solaires. Toi, dans tes analyses énergétiques, ton sweet spot, tu veux combien de gains solaires? Je pense qu'il y a plusieurs années, en 95, on m'avait dit que une vitre, tu tombes à 90%, deux vitres, 80%. Là, Ouais. les Louis ont été rendus autour de 70% de gains solaires. Là, on est à combien? À 0,5, 0,6? Ben oui, c'est ça, exact. Idéalement, le SAGC, d'après moi, ça devrait être pas mal un peu en haut de 0,5. C'est idéalement en haut de 0,5. Fait que minimum 0,5, mais c'est sûr que ça dépend encore là, de ton projet, là, tu sais. Puis ça te prend aussi des mesures de mitigation l'été là, pour être capable de briser ton soleil, là, tu sais. Une analyse d'ensoleillement l'été, c'est nécessaire aussi, surtout si tu n'as pas de climatisation dans ton espace, puis tu n'as aucune mesure de mitigation de ton soleil l'été, de débord de toit ou ainsi de suite, ben, tu vas être en surchauffe, c'est inévitable, là, tu sais. Puis souvent, les gens vont dire, je vais faire la plus belle conception solaire passive, mais ils n'ont pas, ils ont comme moi un pain centenaire au sud, des choses comme ça. Des fois, c'est mieux pour certains projets de juste maximiser la valeur rue, perdre un peu de C'est gain ça. solaire, mais Ben, c'est perdre. ça que j'aime aussi du concept, à savoir, c'est un peu, c'est que chaque projet est en soi un projet un peu unique, là, puis c'est vraiment une conception holistique. Oui, les mêmes concepts peuvent s'appliquer à nouveau dans un autre projet, mais il va quand même avoir une étude qui est faite uniquement pour ce projet-là, dans son site, Ouais, pour essayer d'avoir le meilleur projet pour le site. ça. En terminant par mode du projet secret à Sherbrooke, on ne peut pas dire c'est qui le fait, mais c'est un organisme lucratif qui fait du basse consommation en multilogement, c'est ça?
Ouais, exact, c'est ça. C'est un organisme à but non lucratif qui œuvre dans le milieu de l'habitation sociale, puis fait qui offre des logements à coût modique. Puis ça, c'est quelque chose qui était particulièrement intéressant pour moi. Là, justement, je trouve vraiment qu'il y a une belle concordance des objectifs entre Passivhaus puis habitation sociale. Donc, le projet à Sherbrooke se trouve être un 134 logements, 100% de l'habitation. 134. C'est ouais, 134 unités locatives. C'est un 8 étages, deux stationnements souterrains. D'ailleurs, les stationnements souterrains ne sont pas compris dans l'enveloppe Passivhaus. C'est possible de faire ça, de délimiter ton volume de contrôle Passivhaus. Donc, ça commence à la dalle du rez-de-chaussée jusqu'au huitième étage. Fait que c'est vraiment les espaces communs, les corridors, puis les logements en soi. Euh, Comment est-ce qu'on fait puis, ben, c'est ça? ça. Fait que, Comment les rendre? pardon? C'est quoi les valeurs horaires et qu'est-ce qu'on fait pour que ce soit abordable quand même de la basse consommation? Ouais, ben, en fait, premièrement, tu sais, le type de certification de Passivhaus qu'on décide d'aller chercher, c'est pas le classique, c'est le Philo Energy Building. Le 30 kWh par mètre carré par année, là, c'est au lieu du 15 kWh par mètre carré par année. Il y a quelque chose d'intéressant aussi à comprendre au niveau de ce projet-là, c'est que le concept Passivhaus est arrivé relativement tard dans les itérations du projet. Il y avait un délai qui était quand même très court pour la réalisation des plans de vie. Donc, on était un peu pris en début de projet avec la volumétrie initiale du projet, qui est à toute fin pratique très similaire à beaucoup de projets de multirésidentiels qu'on voit un peu partout au Québec. Puis ça a été un peu comme l'objectif de l'équipe de conception de dire, OK, on a une volumétrie qui est assez standard. Est-ce qu'avec cette volumétrie-là, en n'ayant pas réellement de concept bioclimatique intégré, on est capable d'atteindre la certification Passivhaus Philo Energy Building? Fait que ça a été ça un peu notre prémisse. Fait que Je peux-tu te globalement, demander, je peux-tu te oui, oui, vas-y. demander si vous n'aviez pas cette volumétrie-là, ça serait quoi les genres d'éléments qui n'étaient pas inclus qui seraient bénéfiques? Ouais, ben, par exemple, tu sais, là, les balcons sont en alcôve. Donc, l'ensemble des balcons sont comme, si tu veux, comme insérés dans le bâtiment, là. Donc, mettons, si tu regardes le bâtiment de profil, tu ne vois pas les balcons qui sortent à l'extérieur des murs. OK. Généralement, c'est préférable d'avoir les balcons qui sont désolidarisés de la structure du bâtiment pour que ce soit autoportant puis minimiser les ponts thermiques entre les balcons puis la structure des dalles, puis ainsi de suite. Puis également, ça diminue ton nombre de coins, ton nombre de coins concaves et convexes, parce que là, à chaque balcon, tu te rajoutais quatre coins, là, donc quatre jonctions. Là, fait que ça a été une des choses qu'on aurait pu faire pour être capable de justement augmenter la performance globale du projet. Par la suite, le positionnement des logements, puis ça, ouais, vas-y, vas-y. Question nono, là, comment est-ce qu'on fait pour solidariser un balcon? Juste en le mettant sur des pilotis, si tu le décroches du mur, Oui, je comprends pas. c'est ça. Exact, exact. C'est ça. Faut que Attaché la à la structure. bâtisse. C'est ça, c'est ça. Ben, il peut y avoir des ancrages, là, tu sais, puis ainsi de suite, pour ainsi de suite, mais euh, que les balcons ne soient pas comme en porte-à-faux à partir de la dalle du balcon, tu sais, qui nécessite justement de l'armature ou un certain pataclan de structure pour être capable là, tu sais, de faire la jonction entre les deux. Si tes balcons sont désolidarisés de ton enveloppe, si tu veux, de contrôle, ben, tu minimises tes ponts thermiques, euh, puis ainsi de suite. C'est ça. Fait que pour ce projet-là, en tant que tel, qu'est-ce qu'on aurait pu faire d'autre? Ben, c'est ça, il y a un autre enjeu qui est quand même particulier dans le résidentiel aussi, surtout les résidentiels d'envergure, souvent à cause des contraintes d'espace de terrain, puis ainsi de suite. Tu sais. Euh, Présentement, dans le projet, il y a des logements qui sont au nord, puis uniquement au nord, puis il y a des logements qui sont uniquement au sud. Tu sais. Mais généralement, dans des concepts passivhaus, on va avoir tendance à dire, OK, ben, on essaie de minimiser la fenestration au nord et de maximiser la fenestration au sud. Sauf que là, c'est assez difficile d'essayer de vendre ce concept-là à des locataires qui, eux, vont avoir un logement au nord. Là. Pourquoi est-ce que moi, j'ai moins de fenêtres que mon voisin d'en face? Tu sais? Fait que, il y a comme une certaine euh, conception bioclimatique, justement, au tout début pour essayer d'avoir idéalement des logements qui sont, qui sont comme nord-sud. Tu sais? Fait que,
qui, qui permettent justement d'avoir moins de fenestration au nord, mais plus de fenestration au sud, puis que tout ce type-là de logement puisse se répéter à travers l'immeuble. Fait que ça, c'était une autre particularité aussi. Quoi d'autre? Ben, c'était pas mal ça. Le reste de la volumétrie est quand même relativement simple. Bon, on a un porte-à-faux à un endroit euh, avec des colonnes en pilotis pour l'acte architectural de la chose. Fait que c'est quand même quelque chose qui normalement est un peu pas découragé, mais puis ça, c'est quelque chose un peu que je trouve un peu dommage. Des fois, dans certains projets passivas, où est-ce que la forme va être très, très, très standard, tu sais, un rectangle, mettons, tu sais, puis il y a peu d'actes architecturaux, tandis que c'est quand même intéressant là, tu sais, de laisser place à la créativité des architectes. Euh, il y en a quand même un peu dans ce projet-là aussi. Là, tu sais. C'est ça. D'où pourquoi est-ce qu'on essaie d'atteindre le 15, le 30 au lieu du 15. Puis pour y arriver, ben, d'ailleurs, on n'a pas encore la certification, on est encore en processus de, là, puis on est encore en construction, puis ça va être en construction pendant plus d'une année encore. Mais on y est allé avec une isolation 100% par l'extérieur. Donc, nos cloisons périphériques sont complètement vides, puis sont chaudes, donc peuvent être utilisées comme cavité technique. On a 8 pouces de laine de roche à l'extérieur de notre enveloppe sur De l'entièreté de nos murs. Ouais, 8 pouces, ouais, exact. 8 pouces de... Euh, ouais, deux panneaux de 4 pouces, exact. Fait que 8 pouces. Ouais. OK. Ça, c'est Ouais, le board rigide. ouais, ouais, exact. C'est le board rigide extérieur. OK. Ouais. Puis, fait que ce 8 pouces de lation continue vraiment à l'extérieur de nos cloisons parce que la structure est un mélange entre béton et cloison métallique, là. Donc, pour la facilité, le coût d'opération, le coût d'installation, de fabrication, puis ainsi de suite. Euh, Fait que Ça fait que l'entièreté des cloisons. les panneaux sont sur des OSB. De mémoire, c'est, mettons, gyps intérieur, t'as ta cloison métallique vide, qui sert de cavité technique. Après ça, à l'extérieur, je pense que c'est comme un dense glass, un panneau en fibre de vitre sur lequel il y a une pellicule par vapeur qui est appliquée. Puis par Par, la suite, oui, par, par air et par vapeur, oui, exact, en une seule membrane qui reste tout de même du côté chaud, tu sais. Donc, il n'y a pas de risque de condensation. Puis par la suite, après la membrane par air, par vapeur, là vient le 8 pouces d'isolation en recoule. Donc, ça te permet d'avoir une continuité relativement facile à faire au niveau du par air, par vapeur, puis d'avoir une continuité également de l'isolation à l'extérieur, tu sais. Puis un autre élément qui est intéressant, le fait d'avoir ton parent par vapeur à l'extérieur, c'est chaque fois que tu viens faire une perforation dans ta cloison, poser une prise électrique ou ainsi de suite, tu n'as pas besoin d'étanchéiser ta membrane plastique. Là, tu ne perces pas ton pare-vapeur chaque fois que tu poses un câble. Là, tu sais. ouais, un peu le mur parfait de la PCHQ ou de, oui, Oui, exact, c'est ça. C'est ouais, les mêmes concepts un peu. Là, ouais. extérieur. Puis donc, c'est quoi les valeurs R, toit, mur, dalle? Au toit, on a pardon, au mur, on a R36, puis au toit, on a R92. 92? Fait Ça, que c'est pas des valeurs qui sont. Ouais, R92 au toit, puis R36 au mur. Puis avec des fenêtres R6.5. OK. R6.5 pour les fenêtres. Mur R36 c'est effectif. C'est déprécié, là. Ouais. Fait que ça prend en compte tous les ponts thermiques Oui, qui ont. Ben, en fait, il y a eu quand même un travail de moine pour essayer justement de minimiser les ponts thermiques à toutes les jonctions, là. Il y a oui. certains endroits où est-ce qu'on a comme pas eu le choix un peu d'en avoir, puis qu'on les a pris en compte, mais il y a un facteur intéressant à prendre en compte aussi, c'est un peu l'économie d'échelle de la méthode de calcul quand tu parles de plus grands bâtiments. Donc, il y a ce qu'on appelle le facteur volumique, là, où est-ce que tu divises ta surface par ton volume. Puis l'idéal, c'est d'arriver en dessous de 1. Puis c'est plus facile à arriver dans ces concepts-là quand des plus grands bâtiments, tu sais, parce que tu as moins de surface de déperdition extérieure par volume intérieur. Là, tu sais. Fait que tu as un facteur volumique qui est meilleur. Puis ces types euh, d'éléments-là, justement,
c'est facilitant dans des projets d'envergure comme ça, parce que tu as tellement une grande superficie de plancher que ton TEDI est calculé sur cette superficie de plancher-là. Tu sais, j'ai des logements, par exemple, qui ont quand même un grand volume intérieur, mais qui ont juste un seul de leur mur qui est exposé à l'air extérieur. Tu sais. Tandis que le même logement, mettons, en unifamilial, ben, il y aurait eu les quatre murs, le toit, la dalle, puis ainsi de suite. Là. Et ton calcul sur un, c'est pour chaque logement. Le calcul sur un, non, c'est pour l'entièreté Donc, tu mesures. l'entièreté du volume de contrôle. Ouais. Donc, en fait, tu parles de volume, mais c'est la superficie des murs exposés au climat extérieur divisé par juste les Le planchers. volume. Ben, le volume. Par le volume d'air intérieur, si tu veux, le volume d'air de vie, en fait, là, tu sais, qui va OK. être conditionné. Fait que si, mettons, tu as un plafond plénum qui n'est pas conditionné, ça ne compte pas dans ton volume de calcul pour ce petit critère-là. Mais ça, c'est pas un critère de passation ou non, c'est juste un indice de performance là, tu sais, OK. des bâtiments en général, mettons. Puis c'est pas seulement les murs extérieurs, c'est vraiment toute surface exposée. Fait que ça compte le toit, les murs, les fenêtres, la dalle. Ouais. C'est vraiment surface de déperdition sur volume intérieur conditionné. Puis idéalement, ça, on essaie que ce soit en dessous de 1. OK. Puis décris-moi la toiture, tu parlais d'air 92. Ouais. Elle est faite comment? Euh, la structure, c'est une dalle avec des pentes là, pour justement les pentes de drainage de toiture. Puis par la suite, c'est une toiture assez standard, entre guillemets, de Soprema. Là. Fait que c'est du polysocyanurate là, à la grandeur là, pour faire toute la couche d'isolation à l'extérieur. Ouais. OK. C'est drôle parce que j'ai parlé d'une maison beau biologique, vraiment santé et passive en Europe. Puis il faisait attention d'avoir des matériaux écolos, mais il a quand même mis du polyso dans la toiture. Pourquoi pas mettre de la laine de roche en panneau encore, plutôt qu'un plastique? Euh, C'est une bonne question. Après là, c'est plus un peu les choix au niveau des architectes. Là, tu sais, il y a quand même une chasse gardée au niveau des architectes. Tu sais, en tant que designer passiveur, tu es là comme pour les accompagner, pour les assister dans la modélisation, puis ensuite pour leur proposer des choses. Mais ça reste quand même que l'architecture, c'est un peu la chasse gardée de l'architecture. Fait tout ce qui est en Pas trait des habitué. choix des matériaux. C'est leur toit C'est standard. ça, exact, exact. Ouais. Ben, c'est ça, exact. Puis, excuse, vas-y. Je voulais juste ajouter, c'est un biologiste, il est responsable des bâtiments sains pour le Luxembourg depuis 20 ans, dans plusieurs ministères. Puis, il le met l'autre bord de la dalle, là, vraiment dehors, son polyiso. Fait qu'il n'y a pas de risque Mhm. de polluer l'intérieur avec des retardateurs de flamme. Parce qu'il a vu un enfant qui avait grosse dermatite, allergie, parce que dans sa chambre, au-dessus du gypse, il y avait un polyiso. OK. Puis la poussière, par des petites fentes, polluait l'air. Puis l'enfant était allergique. Et les symptômes ont disparu. Wow. Quand ils ont enlevé l'isolant, plus de symptômes. Wow. OK. Fait que ça, c'est une chose. Ben, Je n'avais jamais entendu parler de ça. On ne considère pas ça. Mais c'est ça, je dis, si vous voulez mettre du plastique en dernier recours, mettez-le vraiment à l'extérieur de l'enveloppe complètement. Ben, c'est ça, moi, dans mon sens, toute la couche d'isolation, ça devrait être à l'extérieur de notre enveloppe. Là, tu sais, c'est sûr que ça entraîne une certaine complexité au niveau des assemblages, puis ainsi de suite, mais ça te permet d'avoir, d'après moi, une continuité de ton isolation qui est beaucoup plus facile de mettre en œuvre. Là, tu sais. Puis oui, c'est ça, je pense qu'on s'en parlait l'autre fois au téléphone aussi, mais il y a souvent un point qui est abordé, surtout dans notre contexte québécois, où est-ce qu'on a une grille électrique qui est assez, ben, qui est propre, puis quasiment en entièreté décarbonée. Le discours que les projets passivas au Québec, c'est pas bon pour l'environnement parce qu'on a tendance à augmenter la quantité de carbone intrinsèque dû au fait qu'on utilise plus de matériaux d'isolation. Puis à cette fin pratique, ce discours-là est vrai parce que quand on fait une analyse de cycle de vie sur un bâtiment au Québec, vu qu'on a une grille énergétique qui est quasiment décarbonée, ben, le fait d'augmenter la consommation énergétique sur la durée de vie de la bâtisse ne compense pas l'augmentation du carbone intrinsèque et matériaux. Le gros du carbone dans le cycle de vie d'un bâtiment au Québec, c'est dû à son carbone intrinsèque dans ses matériaux lors de sa construction. Tu sais.
Mais d'après moi, c'est un peu un faux dilemme dans le sens, pourquoi pas essayer plutôt d'avoir des bâtiments de passé basse qui diminuent les besoins énergétiques, qui augmentent le confort de l'occupant, qui augmentent la résilience face au changement climatique. Puis si le problème au niveau du carbone vient des matériaux utilisés, mais pourquoi pas essayer d'utiliser des matériaux à faible impact carbone tout en ayant un bâtiment qui est hautement performant et résilient, tu sais. Je pense que justement, les analyses de cycle de vie nous prouvent que les dommages sont au niveau des choix des matériaux. Tu sais, si on utilise des matériaux à faible carbone, mais là, ça diminue l'ensemble de l'œuvre. Tu sais, mais ce n'est pas une raison en soi pour discréditer l'implantation de projets passé-vase au Québec. Ouais. Mais tu disais que le carbone intrinsèque des matériaux va être supérieur à la consommation d'énergie sur le cycle de vie d'un bâtiment très performant, là. Pas Oui, de- c'est ça, exact. Non, c'est ça, exactement, d'un bâtiment très performant. C'est ça, exact. Mais donc, c'est pour ça qu'on s'éloigne de plus en plus quand même des plastiques qui ont une intensité plus importante. Quoi qu'il y en a certains matériaux, la laine de roche, il y a du recyclé, mais c'est quand même carbone important. Puis la C'est cellulose, assez, ouais. Tu sais, dans leur méthode de fabrication, ils font fondre la roche, là. Fait que, je veux dire, c'est as-tu sûr des qu'à un moment tableaux? donné, As-tu des tableaux là-dessus sur les isolants puis le carbone intrinsèque? Parce que si ça vient d'Europe aussi, c'est plus important. ouais, ben, il Comme la existe, tu sais, chambre. c'est tout un domaine en soi, c'est là les analyses de cycle de vie, là. C'est carrément un domaine de science à part entière, là, tu sais, puis des professionnels spécialisés en analyse de cycle de vie qui, eux, vont utiliser souvent ce qu'ils appellent des PFD, des Product Declaration, j'ai oublié EPD, l'acronyme, là. Oui, EPD, exactement, Environmental Product Declaration, ouais, déclaration. exactement, c'est ça, c'est ça. Puis il y a des banques de données aussi internationales qui Ouais. récoltent justement, tu sais, tout l'impact de cycle de vie de chacun des matériaux, tu sais. Fait que l'information est disponible, puis je pense que ça fait partie de certaines chaires de recherche, tu sais, de continuer d'augmenter ces banques de données-là. J'ai déjà parlé. Mais tu sais, Connais-tu un expert? Je ne me rappelle plus du nom du monsieur qui était un expert québécois là-dedans. ouais, ben, il y a Ben Amar, l'Université de Sherbrooke, qui a la chaire de recherche de la Lyride, qui est particulièrement intéressant. Je pense que ce serait un invité de choix pour C'est ta chaîne aussi, là. il s'appelle Ben. Ben, Ben Amar. Ouais, Ben Amar. Ouais, C'est deux mots, B-E-N. ouais, B-E-N, espace A-M-A-R-H, je crois. Ouais. Mais si tu cherches la Lyride, Liride, c'est son laboratoire de recherche, là. Ouais, L-I-R-I-D-E. ouais, la Lyride à l'Université de Sherbrooke. Ouais. OK, je vais leur demander un petit tableau. Ben, merci. Alors là, tu me dis que le bâtiment de Sherbrooke est en construction. On n'a pas le droit d'annoncer qui le fait, mais on peut-tu voir des images, des coupes de murs, puis quand est-ce qu'il va être annoncé publiquement? Ouais, ben en fait, l'horizon d'annoncement, je ne suis pas certain encore, mais c'est possible de voir des images là, si vous allez sur Internet et vous cherchez le monarque. Vous Le monarque. allez voir, il y a eu un article de Voir Vert ouais, le monarque Sherbrooke. Il y a eu un article sur Voir Vert qui montre une petite vue isométrique du projet. Il va y en avoir d'autres également qui vont sortir dans les mois à venir. Euh, Puis OK. c'est ça, tantôt on a commencé à aborder un peu le sujet du monarque, mais qu'est-ce que moi j'aime particulièrement de ce projet-là? Tu sais, oui, c'est un peu une preuve de concept, comme quoi c'est possible de réaliser des projets par au Québec dans cette envergure-là, dans les résidentiels et les résidentiels abordables. Mais comme je disais, c'est vraiment la mixité des objectifs entre habitation abordable puis passé vaste. Parce que c'est un peu ça au départ qui a attiré la cliente le plus, c'était la diminution des coûts d'opération en chauffage puis en climatisation qui relevait des locataires à faible revenu. Donc, c'est un bâtiment qui va loger des gens considérés comme étant à faible revenu. Puis, si on construit des bâtiments, en guillemets, cheap un peu, là, un peu minimum code, là, puis après ça, les frais énergétiques sont repoussés aux gens à faible revenu avec l'accroissement inévitable des coûts énergétiques dans le futur, ben, on se magasine du trouble pour le futur. Là, tu sais. Fait que, il y a des gens qui vont avoir à choisir entre manger ce mois-ci ou payer leur facture d'hydro. C'est des concepts qui sont présents à travers le monde, là, de concepts de pauvreté énergétique. Dans d'autres endroits à travers le monde où est-ce que les coûts énergétiques sont beaucoup plus élevés qu'ici au Québec, on est quand même choyé pour l'instant. Mais néanmoins, tu sais,
c'est important, là, puis d'essayer justement de diminuer ces mensualités-là pour les gens à faible revenu. Là, tu sais. Fait qu'on parle en moyenne, l'étude préliminaire que j'avais faite, là, c'était quelque chose comme annuellement de 7 à 800 de réduction là, sur les frais les frais de chauffage, là, en fait, pour les locataires à faible revenu. Là. C'est quand même immense là, tu sais, pour une famille annuellement. Là, tu sais. Je comprends. Ah oui, même un appartement, 7 à 800 d'économie avec cette enveloppe-là. Ouais, exact. Puis l'entièreté des mesures, là, on parle du VRC, très performant, la thermopompe, puis ainsi de suite. Là. Mais oui. Très intéressant. On a dépassé notre heure, Raphaël. Merci Bon, beaucoup. C'est super intéressant. Je vais mettre ça sur YouTube, t'envoyer le lien. parfait. Génial. Merci pour l'invitation, André. C'était génial. J'apprécie beaucoup ce que tu fais avec la maison du 21e siècle. Je pense que tu es un pionnier du domaine. Puis Ben, continue le bon travail. Ouais. ben, toi aussi, c'est le fun de voir les jeunes qui prennent la relève. On a beaucoup, beaucoup de bâtiments verts et sains qui s'en viennent. C'est une très bonne nouvelle. On se croise les doigts. OK. Merci, André. Au plaisir. Bye bye. Au plaisir. Bye.